Merci beaucoup. Alors effectivement, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les conflits à propos de l'eau, voir dans quelle mesure effectivement ça peut intéresser le secteur agricole. Bon, je ne vous apprends rien, on en parle de plus en plus dans les nouvelles de possibilités de conflits, d'événements gravissimes au sujet du partage de la ressource en eau. On en parle encore récemment dans les médias. Vous avez dû entendre ces histoires à propos du conflit entre l'Inde, dis-je bien, dans le sud de l'Inde, les émeutes qui font régulièrement des victimes. Je vais en parler tout à l'heure à propos au sujet de la gouvernance de l'eau. Des tensions, très vives tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie à propos du remplissage du barrage de la Renaissance qui inquiète beaucoup l'Égypte. Est-ce que ce barrage va finir par tarir le débit du Nil, ce qui aurait des conséquences graves, craint l'Égypte? Vous avez dû voir aussi les conflits sociaux en France à propos du remplissage des méga-bassines. Je vais en parler dans un instant. Vous avez dû voir encore récemment que dans le bassin du Colorado, ça va très mal à cause des sécheresses récurrentes et que le gouvernement fédéral à Washington a décidé à enjoint tous les États du bassin du Colorado de trouver au plus pressé une solution pour réduire la demande de la consommation, sans quoi il allait devoir intervenir de façon autoritaire pour réduire la demande. Autant d'indices qui laissent entendre qu'effectivement, on est dans une situation où c'est de plus en plus préoccupant de savoir si on pourra gérer la ressource disponible pour satisfaire l'ensemble de la demande. Il y a même des analyses qui commencent à dire que le 21e siècle, ça pourrait être le siècle des guerres de l'eau. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les catastrophes vont arriver et que forcément beaucoup de guerres de l'eau vont éclater, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de tensions sur la question du partage de la ressource en eau. Alors, quelle est la part du secteur agricole dans l'émergence de ces tensions et quelles sont les conséquences pour le secteur agricole? Et puis, quels impacts aussi ça peut avoir au Québec? Alors, l'eau n'est pas encore un facteur de guerre à l'échelle de la planète, mais par contre, c'est vrai que, disais-je, il y a beaucoup de tensions qui émergent de plus en plus pour le partage de cette ressource. Il y a des foyers de tension qui sont largement connus, j'en ai évoqué quelques-uns. On le voyait sur cette carte, il y a une gradation des tensions. De manière qualitative, on a pu évaluer un certain nombre de situations conflictuelles pour le partage de la ressource. Il y a le bassin du Colorado, mais finalement, c'est beaucoup moins grave comme situation que ce qu'on peut observer sur le bassin du Sénégal, sur le bassin du Nil, au Proche-Orient, sur le bassin du Tigre et de l'Euphrate, dans le sud de l'Inde. Il y a des régions du monde, des bassins versants, où la tension devient vraiment palpable et où, effectivement, les tensions sont telles que ça nourrit les inquiétudes sur le possible avènement de guerre pour le partage de la ressource en eau. Prenons l'exemple du Nil, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. L'Égypte, comme vous le savez, c'est un don du Nil. Ça fait des siècles, voire des millénaires qu'on utilise les eaux du Nil pour l'agriculture, ce qui amène le gouvernement égyptien à nourrir l'idée qu'elle détient des droits historiques sur les eaux du fleuve. Ça ne fait pas du tout l'affaire de l'Éthiopie, beaucoup plus en amont, donc sur les hauts plateaux, qui aimerait bien, elle aussi, utiliser cette ressource dont l'essentiel vient de son territoire, puisque 85% des eaux du fleuve, des eaux du Nil, viennent de son territoire. Le problème, c'est que l'Égypte et le Soudan, qui ont acquis effectivement des usages depuis, pas des droits, mais qui ont commencé à utiliser l'eau depuis bien longtemps, dès l'époque coloniale britannique et au Soudan, depuis des siècles, disais-je, en Égypte, se sont arrangés entre eux, ont signé un traité en 1959 qui se partage l'intégralité des eaux du fleuve et qui laisse 0% à l'Éthiopie. Donc on voit déjà qu'il y a des conflits sur l'interprétation du droit international. L'Égypte et le Soudan prétendent qu'ils ont des droits sur l'intégralité des eaux du fleuve. L'Éthiopie dit au contraire, cette eau, elle vient de mon territoire, donc j'ai le droit de l'utiliser comme je le souhaite. Pendant longtemps, l'Éthiopie était totalement impuissante, incapacité gouvernementale, pas de fonds pour construire des canaux ou des barrages. Depuis quelques années, depuis 1995, on s'aperçoit que le gouvernement s'est embarqué dans une frénésie de construction d'infrastructures, ce qui évidemment inquiète beaucoup l'Égypte, avec notamment la construction depuis 2013 du grand barrage de la Renaissance à la frontière du Soudan, ce qui pose évidemment la question, si ce barrage est rempli complètement, quelle est la quantité d'eau que ça va laisser pour les voisins en aval, le Soudan et l'Égypte? Donc, ça alimente beaucoup les tensions entre tous ces États. Autre foyer de tension, en Chine, on en a déjà parlé tantôt, mais j'en parle moi aussi. C'est vrai que en Chine du Nord,
il y a un foyer agricole extrêmement important. À peu près 40% de la production agricole est faite dans cette région, mais c'est aussi une région qui est extrêmement aride, qui dispose d'à peu près 10% des ressources en eau du pays. La situation est devenue tellement compliquée pour le gouvernement chinois qu'on a décidé de détourner une partie des eaux du Yangtze, donc le grand fleuve qui passe par Shanghai. Donc il y a des grands canaux de détournement des eaux qui ont été construits avec des conséquences environnementales majeures, au grand mécontentement aussi d'une partie de la population chinoise, qui montre qu'effectivement, la situation est gravissime, même aux yeux du gouvernement chinois. Donc il y a aussi beaucoup de tensions en Chine à propos de la gouvernance de la ressource en eau. J'ai parlé du bassin du Colorado, que vous voyez sur la carte de droite ici, où effectivement, on a tellement développé les usages liés à l'irrigation, on a tellement construit de paille, de canaux de détournement pour prendre de l'eau du fleuve et l'amener à des grandes villes ou à des périmètres d'irrigation, que le delta du Colorado, il est pratiquement à sec lorsqu'il se jette dans la baie de Californie en territoire mexicain. Donc ça, c'est des impacts environnementaux très significatifs, mais surtout, c'est révélateur de la surutilisation des eaux du bassin du fleuve et des tensions qui sont associées à cette consommation assez excessive. Je l'ai mentionné rapidement tantôt, on en parle beaucoup moins dans les médias occidentaux. Il y a le cas du fleuve Kovri dans le sud de l'Inde, qui est l'objet de très, très vives tensions depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, c'est un fleuve qui a commencé à être développé depuis des siècles. Les Britanniques ont beaucoup accéléré la mise en valeur hydraulique de ce fleuve, notamment dans la partie aval, dans l'État qui s'appelle à l'heure actuelle le Tamil Nadu. Depuis l'indépendance de l'Inde, on a accéléré ces mises en valeur qui avaient été commencées à l'époque britannique. Donc, on construit beaucoup de périmètres d'irrigation, de canaux de transfert de la ressource en eau, de barrages pour produire de l'hydroélectricité et mettre en valeur la ressource en eau, notamment au Karnataka en amont. Donc, ça fait une chicane, puisque, évidemment, le Tamil Nadu n'est pas très content que le Karnataka en amont se mette à développer aussi la ressource en eau. Il n'y en a plus assez pour les agriculteurs et pour la production hydroélectrique au Tamil Nadu. Le Tamil Nadu, comme l'Égypte, invoque des droits historiques en disant que cette ressource, nous l'utilisons depuis plus longtemps que vous, donc elle nous appartient. Le Karnataka invoque le partage équitable. Il y a une grosse dispute qui a été portée 3 fois devant la Cour suprême indienne entre les deux États. Et depuis 1990, c'est une dispute qui fait régulièrement des manifestations, des émeutes extrêmement violentes qui ont fait plusieurs dizaines de victimes depuis une trentaine d'années. Il y a aussi des désastres environnementaux. Vous avez tous entendu parler du cas de la mer d'Aral, qui est emblématique de ce à quoi peut aboutir une politique d'aménagement pas nécessairement très raisonnée. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie centrale à l'époque soviétique? Pour soutenir la croissance d'une industrie textile robuste, les Soviétiques ont décidé à grande échelle de développer des canaux d'irrigation pour produire du coton. Coton dans un climat relativement aride, celui de l'Asie centrale. Le problème, c'est que le coton, vous savez sans doute, c'est une plante qui a toujours soif, il faut toujours arroser. Donc, on a multiplié les ponctions sur les 2 fleuves, l'Amou Daria et le Sir Daria, qui alimentent la mer d'Aral, avec comme conséquence ceci, la disparition progressive de la mer d'Aral, qui ne traduit absolument pas les changements climatiques, puisque ça a commencé bien avant, mais qui traduit précisément le fait qu'on a surutilisé en amont la ressource en eau. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de solution? C'est aussi un des éléments dont je voudrais vous parler, c'est que les États, les 5 républiques d'Asie centrale, sont incapables de s'asseoir à une table pour discuter de la façon dont on peut remédier à cette situation, parce qu'ils sont trop attachés à leurs propres privilèges de production, notamment en matière de coton. Vous voyez ici une carte de la vallée de la Fergana, qui est effectivement un grenier important du point de vue agricole en Asie centrale, avec donc la Fergana qui appartient à l'État de l'Ouzbékistan, et le Kyrgyzstan en amont, qui notamment détient le barrage de Toktogul. Je vous raconte cette anecdote parce que ça montre que justement, il y a des disputes qui ont des fondements en matière d'agriculture, d'irrigation, mais que ces disputes, elles peuvent être accentuées par des disputes qui sont tout autres. Je m'explique. Donc, à partir de la fin des années 90, en Ouzbékistan, on découvre des gisements de gaz assez importants, alors que le Kyrgyzstan, lui, n'a que des ressources hydrauliques, puisque, à l'époque soviétique, il y avait un partage des tâches qui avait été imposé par Moscou.
Au Kyrgyzstan revient la mission de construire des réservoirs pour stocker de l'eau en hiver, pour pouvoir lâcher de l'eau en été pour poursuivre la pratique de l'irrigation. Donc le Kyrgyzstan peut turbiner l'hydroélectricité, mais il était un petit peu obligé, contraint et forcé par l'Ouzbékistan à garder de l'eau pour pouvoir la relâcher en été, pour que l'Ouzbékistan puisse continuer à irriguer ses champs de coton. Bon. Dans les années 90, il y a eu exportation donc, de gaz vers le Kyrgyzstan. À un moment, le Kyrgyzstan a trouvé que l'Ouzbékistan facturait trop cher, n'a pas été en mesure de payer ses factures. Quelle a été la réaction de l'Ouzbékistan? On ferme les vannes du robinet de gaz en plein hiver. Qu'est-ce que le Kyrgyzstan a fait comme réaction? Puisqu'on n'a plus de gaz, qu'il fait froid, il faut se chauffer, on ouvre les vannes des barrages hydroélectriques, produire de l'électricité pour se chauffer. Pure coïncidence ou pas, toujours est-il que les lâchers d'eau ont été faits avec une telle intensité que la vague a déferlé le long des rivières, a abouti dans la vallée de Fergana, où elle a causé des dommages assez considérables aux canaux d'irrigation en territoire ouzbek. Bon, évidemment, personne n'est dupe, ça a été fait exprès comme mesure de représailles face à la fermeture des gazoducs de l'Ouzbékistan vers le Kyrgyzstan. L'histoire ne s'arrête pas là. L'été arrivant, l'Ouzbékistan a, comme chaque été, fait la demande au Kyrgyzstan, est-ce que vous voulez bien ouvrir les robinets, ouvrir les vannes des réservoirs hydroélectriques pour qu'on puisse disposer d'eau pour pratiquer l'irrigation? Réponse du Kyrgyzstan, nous on a dû ouvrir les vannes pour produire de l'électricité puisque vous refusiez de nous livrer du gaz, donc l'eau, il n'y en a plus dans les réservoirs. Bon, évidemment, ça illustre les mauvaises relations qui s'étaient développées entre les deux États et qui contribuent au fait que c'est très difficile pour les États de se faire confiance et de négocier un autre partage de la ressource en eau. Autrement dit, cette anecdote vient illustrer le fait que, oui, il y a parfois des mauvaises pratiques en termes d'irrigation, on a trop consommé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les relations entre les États peuvent s'être détériorées au point que c'est très difficile à ce moment-là de s'asseoir à une table et de négocier de bonne foi un accord pour remédier à la situation. Je l'ai évoqué tantôt, il y a aussi des exemples dans les pays dits développés, pays occidentaux. En France, vous savez qu'il y a en ce moment une vague de construction de méga-bassines dans certains bassins versants. Ici, le bassin de la Sèvre, près du marais Poitevin, où plusieurs exploitations agricoles aimeraient bien, pour faciliter la pratique de l'irrigation à laquelle ils ont de plus en plus recours à cause d'étés de plus en plus chauds et secs, pour faciliter la pratique de l'irrigation, on vient pomper de l'eau dans les aquifères profondes, les remonter à la surface et remplir des méga-bassines. Ce qui a comme effet, évidemment, de faire diminuer le niveau des aquifères, ce qui perturbe un petit peu l'état des ressources en eau pour beaucoup d'autres utilisateurs. Donc, il y a des manifestations d'écologistes, d'environnementalistes, mais aussi une certaine opposition de municipalités qui sont un petit peu inquiètes de voir les aquifères diminuer de manière assez substantielle. Donc, il y a des manifestations violentes qui ont éclaté, qui traduisent précisément cette opposition croissante entre des agriculteurs qui aimeraient bien disposer, garantir un certain approvisionnement en eau. On fait un choix assez particulier de construire des méga-bassines, donc des réservoirs à ciel ouvert, ce qui favorise l'évaporation. Et puis des municipalités, des environnementalistes qui disent nous, on n'est pas certain que ce soit le meilleur choix possible pour la préservation de la ressource. Donc il y a plusieurs conflits pour la construction de ces méga-bassines qui ont été largement médiatisés ces derniers mois, qui traduisent justement une certaine crispation entre différents acteurs au sein de la société pour des questions de gouvernance de la ressource en eau. Bon. On voit qu'effectivement, le secteur agricole peut peser parfois lourdement dans le bilan hydraulique de certains États, ce qui à ce moment-là pose la question: quelle est la responsabilité du secteur agricole dans l'émergence de difficultés, de tensions pour le partage de la gouvernance de la ressource? Par exemple, aux États-Unis, l'agriculture représente 40% des prélèvements, mais aussi 84% de la consommation totale. Donc, c'est beaucoup, effectivement. Pas partout à travers l'État, c'est sûr que c'est essentiellement dans l'Ouest que cette consommation est effectuée, mais le bilan en termes de consommation du secteur agricole est souvent pointé du doigt par d'autres observateurs, par d'autres acteurs de la société américaine.
En France, on parle de 17% des prélèvements, mais 49% de la consommation. Dans beaucoup de pays en voie de développement, l'irrigation représente souvent plus de 75-80% de la consommation. Donc, c'est vrai que souvent, dès lors qu'il y a des forts besoins en termes d'irrigation, à ce moment-là, le secteur agricole pèse beaucoup dans le bilan en termes de consommation, dans le bilan des usages de la ressource en eau. Ça tient en partie à la nature même de l'acte d'irriguer, qui est extrêmement consomptif. Autrement dit, la part de l'eau qui est prélevée, qui ensuite ne sera plus disponible pour d'autres usages, donc la partie qui est réellement consommée, est intrinsèquement importante, élevée dans l'acte d'irriguer, versus d'autres usages, comme par exemple prélever de l'eau pour refroidir des réacteurs nucléaires. On a besoin de beaucoup de volume d'eau, donc les prélèvements sont importants, mais l'évaporation que ça induit est assez limitée. Autrement dit, la part de la consommation pour la production d'électricité nucléaire, par exemple, est assez limitée. Donc, le fait d'avoir développé un usage d'irrigation assez important, oui, ça induit effectivement potentiellement des problèmes parce que ça fait des taux de consommation qui sont assez élevés. Pourtant, ça ne veut pas dire que, automatiquement, ça génère des conflits. Il n'y a pas de conflit majeur partout où il y a de l'irrigation. Donc, il faut se garder de l'image que dès qu'on pratique l'irrigation à grande échelle, automatiquement, on a des conflits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'irrigation en soi qui déclenche des conflits. L'agriculture irriguée, elle peut déclencher des conflits entre des États ou à l'intérieur des États entre les différents acteurs sociaux, mais c'est souvent des conflits qui sont accentués par d'autres enjeux sociaux ou politiques. Autrement dit, l'usage de l'eau, c'est un paramètre, dans le déclenchement éventuel de conflits, c'est un paramètre qui est assez difficile à dissocier d'éléments sociopolitiques. Je vous en ai illustré quelques-uns tout à l'heure, mais on va voir qu'effectivement, c'est assez difficile de dire que c'est juste à cause de l'irrigation. Non, en fait, l'irrigation et l'usage intense que ça peut induire est entremêlé dans un facteur, dans un réseau d'autres causes possibles de conflits. Ce qui m'amène donc à vous parler du poids des enjeux politiques qui sont indissociables souvent des questions liées à l'irrigation. Dans le domaine des conflits internationaux, l'intensité de la dispute que la gestion de l'eau peut parfois engendrer entre des États, elle est parfois renforcée par des facteurs politiques dans l'état des relations entre les États, entre les différents gouvernements. Bon, j'ai parlé tout à l'heure du cas du Kyrgyzstan et de l'Ouzbékistan, qui avaient été engagés sur une trajectoire de conflictualité dans leurs relations, ce qui évidemment rendait assez difficile la négociation à tête reposée d'une solution pour essayer d'améliorer les dispositifs de gouvernance de l'eau. D'autres exemples, la perception de l'enjeu économique de l'agriculture, en particulier la recherche d'une certaine sécurité alimentaire, cas de l'Éthiopie et de l'Égypte par exemple, ou en Asie centrale, le fait qu'à la suite de la disparition de l'Union soviétique, les 5 républiques d'Asie centrale qui n'étaient pas du tout préparées économiquement à assumer leur indépendance à l'époque, qui n'avaient pas encore découvert de pétrole et de gaz, tenaient mordicus à conserver le secteur du coton. Gros employeurs, gros exportateurs, ça permet d'avoir des devises à l'étranger. Donc, c'est sûr que dans ces conditions, c'était très difficile d'envisager une réduction de l'irrigation, ce qui aurait entraîné une diminution des exportations et du nombre d'emplois que ce secteur pouvait créer. Il y a aussi la perception de l'agriculture comme enjeu, comme symbole politique. Par exemple, en Israël, un des facteurs qui font que le gouvernement encourage ou en tout cas tolère beaucoup les mouvements de colonisation, de développement de l'irrigation dans les territoires occupés, c'est précisément que ça marque le fait que ces territoires maintenant sont contrôlés par Israël. Donc on tolère un petit peu le développement de l'agriculture parce que c'est aussi un marqueur politique d'occupation du territoire. La perception aussi du symbole de l'indépendance. Certains États sont très chatouilleux sur les symboles extérieurs de leur indépendance politique. Et donc, l'idée qu'ils ne puissent pas utiliser l'eau sur leur territoire comme bon leur semble, ça leur paraît extrêmement difficile à avaler. Exemple, l'Éthiopie, qui ne supportait pas beaucoup les dictats de l'Égypte, lui disant « on a décidé que tu ne pourrais pas utiliser l'eau sur ton territoire ».
c'était effectivement encourager l'Éthiopie à faire exactement le contraire et se lancer dans la construction de barrages, même si évidemment ça répondait aussi à ses objectifs de développement énergétique et agricole. Il y a aussi le rôle des relations politiques que j'évoquais, qui viennent à chaque fois teinter d'une certaine façon les relations. Bon, Égypte-Éthiopie, ça fait des décennies que ces deux États entretiennent des relations assez mauvaises, ce qui vient évidemment compliquer d'éventuelles négociations pour essayer de trouver un partage des eaux du Nil. Turquie-Syrie, c'est la même chose. Ça fait des décennies que ces deux pays ont des relations très compliquées, voire franchement mauvaises, ce qui vient compliquer la négociation de bonne foi sur le partage des eaux de l'Euphrate et du Tigre. Bon, j'ai parlé de l'Ouzbékistan et du Kyrgyzstan. Même chose aux États-Unis-Mexique. Les États-Unis ont beaucoup de mal à admettre qu'ils devraient tenir compte des besoins du Mexique dans la gouvernance des eaux du bassin du Colorado. Après tout, nous sommes souverains sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on tienne compte des besoins du Mexique en aval? Bon, je pourrais multiplier des exemples comme ceci où on voit que l'état des relations entre deux gouvernements vient teinter leur perception de la relation qu'ils entretiennent et ça vient compliquer, plus souvent qu'autrement, la possibilité de négocier des accords sur l'utilisation de la ressource en eau. Donc, l'agriculture irriguée n'est pas nécessairement en soi intrinsèquement un problème, c'est simplement qu'elle vient s'insérer dans des relations qui sont souvent déjà compliquées au préalable. Dans les conflits domestiques, on peut faire le même genre d'observation. Sur le bassin du Cauvery en Inde, que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui vient renforcer l'opposition entre le Tamil Nadu et le Karnataka? C'est le fait qu'on est dans un système démocratique. Vous savez que l'Inde est la plus grande démocratie du monde, mais avec parfois les travers que ça suppose. Et dans les deux États, Karnataka et Tamil Nadu, il y a une surenchère entre les différents partis politiques pour savoir qui va le mieux défendre les intérêts de l'État sur les enjeux hydrauliques. Autrement dit, il y a parfois un peu de démagogie dans les élections année après année, et tout parti qui serait accusé de vouloir céder les droits supposés de l'État par rapport aux eaux du Cauvery est immédiatement accusé de laxisme, qui évidemment ne favorise pas les négociations à tête reposée entre les deux gouvernements. Aux États-Unis, on a un cadre juridique qui est assez particulier, ce qu'on appelle la prior appropriation. C'est un système juridique qui donc donne la priorité d'usage de l'eau à des acteurs économiques qui ont, au XIXe siècle, établi un certain droit d'utilisation sur la ressource en eau. C'est un système juridique très particulier, propre à l'ouest des États-Unis, qui fait en sorte que donc la répartition des droits d'usage, senior ou junior, n'a rien à voir avec des priorités sociales ou économiques, c'est des héritages historiques. Bon, pourquoi pas? Mais une fois qu'on s'aperçoit que cette structure juridique crée des distorsions, qu'elle attribue des volumes très importants à des acteurs comme des compagnies minières ou des périmètres d'irrigation, et que les villes, souvent, n'ont des droits que juniors, il y a des voix qui s'élèvent pour dire ce serait peut-être temps de réformer ce système juridique. Le problème, c'est que ça suppose un certain courage politique, puisque s'attaquer à ce système juridique de la prior appropriation, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de partis politiques, de gouvernements qui l'aient eu. En France, on a vu aussi dans le cas du conflit sur les mégabassines, le rôle de l'environnementalisme militant qui vient ajouter une dimension supplémentaire au conflit sur la gouvernance de l'eau. Bon, il y a parfois aussi la dynamique des usages qui vient teinter les conflits. Lorsque les usages, par exemple, s'établissent à un niveau qui est clairement non durable, par exemple sur le bassin du Colorado ou sur le bassin de la mer d'Aral, où les prélèvements pour l'agriculture irriguée sont clairement non durables et viennent diminuer la ressource de façon telle que ça assèche la mer d'Aral ou ça vient assécher le fleuve qui ne rejoint plus la mer. Donc là, effectivement, c'est assez clairement facteur de conflit. Il se peut aussi que les usages d'un acteur viennent changer brusquement. Dans l'espace de quelques années, une compagnie minière ou une ville ou des agriculteurs qui se mettent à pomper beaucoup dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, à ce moment-là, il y a un déséquilibre, une nouvelle dynamique qui se met en place, et ça peut venir bousculer les structures d'usage
telle qu'elle s'était établie au fil des années. Et ce changement dans les usages, dans les structures, peut parfois être facteur de conflit. Par exemple, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest ou au Québec, où pendant longtemps on avait des structures d'usage avec des agricultures essentiellement de type pluvial, dans certaines régions, lorsque les agriculteurs, pour parer à des étés de plus en plus secs et à une certaine vulnérabilité financière, se sont mis à irriguer massivement, ça a induit parfois des conflits parce que justement, ces usages étaient nouveaux et venaient perturber les usages tels qu'ils s'étaient établis des autres acteurs. Parfois des modifications aussi des usages du territoire. On peut penser par exemple, dans beaucoup de régions du Québec, à l'étalement urbain, même si ce n'est pas un phénomène qui est propre au Québec, l'étalement urbain qui a deux types d'impacts. D'abord, ça vient imperméabiliser une partie du territoire, ça vient drainer des territoires humides. Or, les territoires humides, comme vous le savez, ils ont un rôle important dans la rétention de l'eau, pour faire percoler l'eau dans les nappes phréatiques, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça agit comme source d'alimentation des cours d'eau. Donc, dans le graphique, dans l'image de gauche. Si on vient drainer ces espaces humides, il y a beaucoup moins d'infiltration d'eau, les aquifères vont avoir tendance à diminuer, et à ce moment-là, d'une situation où le territoire venait alimenter par infiltration les cours d'eau, c'est l'inverse qui se produit. Les aquifères descendent trop, et à ce moment-là, l'eau dans les cours d'eau de surface vient percoler vers l'aquifère qui a beaucoup diminué. Et à ce moment-là, on assiste à une diminution importante du débit d'eau dans les eaux de surface. Donc, cette modification de la vocation du territoire, de l'aménagement du territoire, ça peut entraîner donc des changements dans la disponibilité de la ressource. Et puis, bien sûr, dès lors qu'on parle d'aménagement avec l'étalement urbain, installation de nouveaux urbains, forcément, ces nouveaux urbains vont se mettre à consommer, donc vont prélever dans les ressources locales. Donc, il y a peut-être parfois moins de ressources pour une demande accrue. Et là, je ne parle même pas encore des changements climatiques. Il y a parfois des projets de solutions qui créent des conflits. J'ai parlé des méga-bassines tantôt. C'est une proposition de solution, bonne ou mauvaise, c'est un autre débat, qui suscite des conflits. Projet de construction de barrages, projet de transfert massif, dont on a beaucoup parlé en Amérique du Nord il y a quelques années. Tout ceci, ça suscite évidemment de la grogne, de l'opposition de certains acteurs qui ne veulent pas entendre parler de telles solutions telles qu'elles sont évoquées. On observe aussi parfois des changements dans la perception de certains acteurs dans le débat public. Exemple, dans l'ouest des États-Unis, comme vous le savez, le secteur agricole est très subventionné, en particulier en matière de consommation d'eau, puisque la plupart des adductions d'eau qui ont été financées par le gouvernement fédéral ou les États dans les années 30, 40, 50 font en sorte que les agriculteurs, souvent, ont accès à des volumes assez considérables à des prix qui sont relativement dérisoires. Bon, héritage des politiques d'aménagement volontariste du passé, mais qui font en sorte qu'à l'heure actuelle, dans des situations où, effectivement, avec les sécheresses récurrentes et les usages non durables, il y a tout un débat sur la nécessaire réforme de la gouvernance de l'eau, ça donne parfois une image assez négative au secteur agricole qui serait le bénéficiaire de grands volumes d'eau à des prix qui ne reflètent pas les coûts économiques et environnementaux réels de la ressource en eau. Ceci est parfois d'autant plus accentué qu'il y a effectivement l'impact des changements climatiques qui peut venir perturber encore davantage une situation parfois précaire. Avec les changements climatiques, on a une augmentation de l'évapotranspiration, autrement dit, les besoins en eau des plantes viennent augmenter de manière assez radicale. Les prélèvements, à ce moment-là, augmentent, alors même que parfois, souvent, la ressource a tendance à diminuer. Bon, bien sûr, les changements climatiques, ce n'est pas qu'une diminution de la ressource, ça peut être parfois aussi l'augmentation de la fréquence des événements violents, des pluies très importantes qui entraînent des inondations, de l'érosion. Il y a ça aussi qui fait partie des changements climatiques. Mais le plus souvent qu'autrement, ce qu'on observe dans beaucoup de pays occidentaux, c'est un accroissement de la fréquence des étés chauds et secs qui pose évidemment beaucoup de problèmes sur l'approvisionnement en eau. Parfois, les changements climatiques n'induisent pas de changement dans la quantité d'eau sur toute l'année, mais un changement dans la façon dont elle s'établit sur le territoire. Je donne ici l'exemple
la couverture de neige dans la Sierra Nevada, donc en Californie, où ce dont on s'aperçoit, c'est que jusqu'à il y a quelques années, la quantité d'eau qui tombait globalement sur l'année n'avait pas beaucoup changé. Il y avait beaucoup de neige qui tombait en hiver, ça s'accumulait dans les montagnes. Au printemps, en été, cette neige fondait et alimentait les cours d'eau, ce qui donnait de l'eau justement au moment où l'irrigation en avait besoin. Avec les changements climatiques, ce qui se passe, c'est qu'une part croissante de cette neige tombe désormais sous forme de pluie en décembre-janvier. Le problème, c'est que du coup, elle ne reste pas dans le réservoir des montagnes. Elle s'écoule tout de suite. Et ce qui fait qu'au printemps, en été, bien évidemment, il y en a beaucoup moins sous forme de neige qui va fondre et être rendue disponible pour l'agriculture et les autres secteurs de la demande. Donc là, on voit aussi d'autres types d'effets des changements climatiques. Un petit changement, un petit décalage dans la température qui fait qu'à quantité d'eau égale, bien, la répartition de la ressource dans le temps va être rendue complètement différente, ce qui va accentuer les problématiques de partage de la ressource lorsque les besoins vont exploser au printemps et en été. Au Québec, qu'est-ce qu'on peut observer? Effectivement, il faut se départir de l'idée qu'il y a beaucoup d'eau au Québec et que donc il n'y a pas de problème de partage de la ressource. C'était une idée qui prévalait largement il y a encore quelques années, de plus en plus fausse. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que bientôt on va manquer d'eau au Québec, ce n'est pas ça, c'est simplement que localement, dans certaines régions, la ressource peut être parfois limitée, on ne s'en était pas clairement rendu compte, jusqu'à temps que les besoins en augmentation viennent pointer justement vers une ressource qui n'est pas nécessairement extensible à l'infini. Donc, se départir de cette idée que la ressource, elle est inépuisable au Québec. L'irrigation, qui est en demande, en croissance assez forte dans certaines régions, fait en sorte que, pour répondre à des besoins qui sont tout à fait légitimes de la part des agriculteurs, les étés sont de plus en plus chauds et secs. On veut réduire le risque financier lié à la possibilité de mauvaise récolte. Ça fait en sorte qu'évidemment, ça peut susciter des conflits parce que la ressource ne sera pas disponible, surtout si on est de plus en plus en rivalité avec d'autres acteurs. J'ai parlé tantôt de la possibilité de l'étalement urbain, donc une certaine concurrence entre des usages domestiques, urbains, et des usages agricoles. Il y a de plus certaines contraintes sur les usages des eaux de surface, réglementation environnementale, qui diminue la possibilité de venir pomper dans les eaux de surface, des limites aux prélèvements donc, qui sont imposées par le gouvernement, qui viennent complexifier la planification pour beaucoup d'entreprises agricoles qui sont confrontées à une recrudescence des étés chauds et secs, parfois de la concurrence d'autres secteurs de la demande, en plus de réglementations environnementales qui, évidemment, viennent limiter la possibilité de venir chercher, piger dans la ressource. Ça pose aussi la question de l'inventaire exact de la ressource. Savoir comment adopter un bon plan de gouvernance de la ressource, ça veut dire savoir quelle est la quantité dont on dispose. Donc, ça suppose de terminer les inventaires précis des aquifères souterrains, ce qui n'a pas toujours été réalisé. Il s'en faut. Donc, il y a plusieurs exemples qui s'accumulent quand on lit les nouvelles de localités au Québec, de régions où il commence à y avoir des tensions sur le partage de la ressource pour les raisons que je viens de vous dire. Augmentation des besoins du secteur agricole, parfois concurrence avec des besoins domestiques qui, eux aussi, sont en augmentation, surtout quand le territoire de l'un, l'étalement urbain, vient commencer à chevaucher le territoire agricole. On a parfois des ressources qui étaient déjà limitées, qui, en plus, impactent des changements climatiques, peuvent avoir localement entamé un certain déclin. Donc, à ce moment-là, ça devient la quadrature du cercle. Comment arriver à satisfaire une demande parfois en augmentation radicale si la ressource elle-même est en train d'entamer un certain déclin? D'où des tensions croissantes que j'ai déjà évoquées, avec l'augmentation localement de plusieurs secteurs en même temps, la perturbation de la circulation de l'eau avec l'imperméabilisation du territoire, avec la destruction de boisés, la destruction des milieux humides. Une réglementation qui parfois effectivement impose aux villes de ne pas construire, où on essaye de limiter l'étalement urbain, mais comme vous le savez, c'est une problématique récurrente au Québec, dans la mesure où c'est les taxes municipales qui sont l'essentiel des rentrées budgétaires des villes. C'est parfois très difficile pour les villes de s'autodiscipliner et de limiter l'étalement urbain.
Donc, ça participe aussi de cette dynamique de conflit entre certaines municipalités, le secteur agricole, donc la gouvernance de l'eau. C'est que les villes n'ont que ça comme ressource et donc cherchent à effectivement étendre le territoire qui est construit parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent. Alors souvent on dit, même si ce n'est pas explicitement écrit dans la loi, qu'en cas de conflit, c'est les villes qui obtiendront la priorité. C'est sûr que la priorité, ça va à la satisfaction des besoins directs, fondamentaux, l'hygiène, la boisson, l'alimentation, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent dans le débat pour dire, est-ce que arroser son gazon, c'est vraiment un besoin fondamental? Et c'est vrai que c'est une question aussi qui est tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'il faudrait systématiquement prioriser les villes au détriment des besoins agricoles? Ce qui est inquiétant aussi, c'est les impacts à long terme sur certaines grandes régions agricoles. Plusieurs régions qui sont des gros producteurs à l'échelle internationale commencent à souffrir aussi de ce manque d'eau conforté par les impacts des changements climatiques. On peut penser à l'Europe occidentale, à l'Ouest américain que j'ai évoqué, l'Égypte, l'Inde, donc des greniers à céréales très importants, pas nécessairement à l'exportation, mais pour nourrir des populations importantes, ou la Chine du Nord. Qu'est-ce qui se passe si, à cause de problématiques croissantes au niveau de la gouvernance de l'eau, la production agricole dans ces régions-là commence à diminuer? C'est sûr que ça risque d'avoir des impacts au niveau global sur non seulement la gouvernance de l'eau locale, mais sur la production agricole à l'échelle internationale. Quelles solutions est-ce qu'on peut entrevoir? On a beaucoup parlé de l'eau virtuelle, vous savez, qui consiste à dire on réserve la production dans certaines régions et puis on exporte pour satisfaire l'ensemble de la demande. Sur le papier, c'est une très bonne solution, mais ça pose la question d'une part de la solvabilité des clients. Est-ce que tous les pays consommateurs pourront se payer les tomates produites en Californie, par exemple? Pas certain. D'une part. D'autre part, ça pose aussi la question, est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau disponible dans ces marchés qu'on désignerait comme responsables de devenir les greniers pour la planète? Est-ce qu'il y aura assez d'eau pour produire bien plus qu'on ne le fait déjà à l'heure actuelle? On peut développer de nouvelles terres agricoles. C'est vrai qu'il y a des réserves foncières très importantes en Afrique, en Amazonie, dans les zones boréales, mais ça pose aussi des questions environnementales importantes. Quel va être le coût environnemental de développer à grande échelle des nouvelles terres agricoles et avec quelle eau est-ce qu'on va pouvoir irriguer toutes ces terres, en particulier en Afrique, où effectivement il y a des zones très, très importantes que l'on peut convertir en terres agricoles, mais ça pose la question, avec quelle eau est-ce qu'on va pratiquer l'irrigation sur ces nouvelles terres? Il y a aussi la question d'une meilleure efficacité de l'irrigation. C'est sûr que dans l'Ouest américain, par exemple, à cause du fait que les exploitations payent leur eau très, très peu cher, ce que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs financiers à développer des techniques d'irrigation plus efficaces, comme le tourniquet ou le goutte-à-goutte. Donc, ça suppose à ce moment-là d'introduire plus de rationalité économique dans les usages de l'irrigation. Mais évidemment, ça vient avec des coûts économiques et donc aussi des coûts politiques pour les gouvernements qui voudraient introduire ces réformes-là. Est-ce qu'on aura le courage politique de le faire? Pas certain. J'ai parlé aussi de la nécessité de mieux connaître les capacités, la possibilité de faire des bassins de rétention pour retenir les eaux de ruissellement, l'importance de protéger le milieu naturel, pas nécessairement comme une fin en soi, mais parce que ça peut avoir un impact sur la gouvernance de l'eau, on l'a vu. Les boisés, les milieux humides, ça a aussi un impact sur le cycle de l'eau, la rétention de l'eau. Ça favorise l'infiltration et donc la recharge des aquifères. Ça renvoie aussi à la nécessité de développer une réglementation qui passe aussi par une meilleure gouvernance, une meilleure transparence, une meilleure concertation entre les différents acteurs à l'échelle d'un territoire. Les principaux points que je voulais évoquer avec vous, ça montre qu'effectivement, la gouvernance de l'eau, c'est un phénomène qui est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a de plus en plus de tensions à l'heure actuelle, effectivement, dans beaucoup de régions du monde parce qu'on voit la demande augmenter fortement alors que les ressources sont limitées, voire qu'elles sont parfois en train de descendre, de diminuer du fait des changements climatiques. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, je l'ai dit tantôt, qu'au XXIe siècle, il y aura plein de conflits, de guerres violentes qui vont éclater pour le partage de la ressource,
mais c'est certain qu'il faut entamer un processus de réflexion, non seulement à l'échelle du monde, mais même au Québec, savoir comment on peut empêcher justement que des conflits dégénèrent et deviennent vraiment très, très tendus. Merci beaucoup.